Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de marché de ce jeudi 24 mars 2022, Trading University Center. Avant de démarrer, je vous laisse prendre connaissance, comme chaque jour, de l'avertissement légal sur les risques. Alors, avant toute chose, il faudrait déjà signaler que ça fait 2 ans, exactement jour pour jour, que nous avons atteint le bottom du marché au milieu de la crise du climat, au début de la crise pandémique, donc du Covid. Donc ça fait juste 2 ans aujourd'hui. Et le S&P 500 a quand même aujourd'hui, malgré ce qui se passe depuis 2 mois, fait une performance de 101%. Il faut quand même le signaler, c'est quand même assez important. Et puis au-delà du S&P 500, qui a fait quand même une performance de 101% durant 24 mois, eh bien on notera surtout que Tesla, lui, a fait une performance de plus de 1000% depuis la même date, au grand bonheur de monsieur Elon Musk. Alors oui, la performance des marchés a donc été spectaculaire pendant 2 ans. Vous avez effectivement ici, je vais vous montrer tout de suite, le tableau des grandes performances de ces 24 derniers mois qui s'affiche devant vos yeux. Et les choses vont plutôt bien si on prend un petit peu de recul, mais c'est toujours une question de perception, hein, puisqu'effectivement, dans les marchés financiers, c'est toujours sur combien de temps on regarde aujourd'hui notre visibilité. Elle est toujours extrêmement courte, je le dis assez souvent. On a une mémoire de poisson rouge, hein, et on voit très fin, très 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 près de nous. C'est vraiment pas du tout au vol, aux instruments. Pour l'instant, c'est du court-termiste. Mais si on regarde sur où on va malgré tout ce qui s'est passé, bah, eh bien, on s'en sort plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, il est vrai que les préoccupations ont changé. On parle d'inflation, on parle de taux, on parle de guerre, on parle d'augmentation des taux, on parle de variation sur les augmentations des taux. Bref, on se pose beaucoup de questions. On parle également de l'inversion de la courbe des taux. Donc, on est très préoccupé, je dirais. Et puis, pendant cette semaine qui vient de s'écouler, on a eu de très, très, très belles performances. Et puis, hier soir, eh bien, on a vécu une sorte de coup d'arrêt. Un coup d'arrêt parce que finalement, les craintes que l'on avait depuis quelques jours, donc cette espèce d'emballement à l'achat depuis la semaine dernière, depuis les annonces de la Réserve fédérale américaine, depuis les ailes et les prévisions, le plan de marché annoncé donc par Monsieur Jérôme Powell, eh bien on voit que tout d'un coup, on est en train de marquer un peu le pas. C'était presque un petit peu à prévoir. Alors on voit euh, un petit peu les mêmes et on recommence. Hier, il y a eu d'ailleurs 2 personnes de la Fed qui ont parlé, Madame Daly de la Fed de San Francisco et Madame Loretta Mester de la Fed de Cleveland, qui toutes deux ont dit qu'il fallait se préparer à voir dorénavant des hausses de taux plus importantes. En tout cas, déjà tout le monde est en train d'un petit peu d'intégrer, voire même de pricer gentiment ces prévisions dans leur fichier Excel, que d'ici la réunion de la Réserve fédérale du mois de mai, eh bien, on va avoir une hausse de 0,5%, donc 50 points de base, et pas de 25 points de base, comme on nous a vendu un petit peu il y a 10 jours en arrière. Alors, c'est assez sympa, parce que finalement, nous, on a besoin d'avoir ce côté un peu câlinage, c'est-à-dire qui vous entoure. On nous chauffe un petit peu derrière, on nous pousse en avant pour nous rassurer. C'est vraiment quelque chose qui a un peu déclenché ce mouvement d'achat ces derniers temps. C'est le fait notamment qu'on savait où on allait. On en a assez parlé. On montrait d'ailleurs vraiment dans quelle direction ça allait. Puis d'un coup, et voilà, on me dit finalement, ce sera 0,5 à 0,25 et peut-être plutôt 0,5 le prochain parce qu'il faut vraiment donner un coup de fouet à cette inflation. Donc du coup, les nouveaux sont un petit peu dans le doute et quand on a des nouveaux dans le doute, eh bien les marchés commencent un petit peu à retracer. Si vous avez effectivement les membres de la Fed qui viennent se montrer très méfiants sur les taux et puis que derrière vous en avez plus sur le pétrole notamment qui nous fait encore des siennes, eh bien forcément, ça pose problème. Alors, sans transition, je dirais le pétrole, eh bien globalement, quand on regarde un petit peu le graphique, c'est très très impressionnant. On voit qu'il continue à se comporter relativement bien. On traite autour des 112, 113, 114 dollars le baril. Donc, ça n'a pas vraiment beaucoup changé.
Ce qui est en train de changer en revanche, c'est la perception de nouveau. On a eu ce repli l'autre jour après les annonces de sanctions américaines. On s'est dit, OK, c'est bon, on repasse en dessous des 100, mais là, on a l'air de s'installer quand même de manière durable dans ce range, je vais dire entre 105 et 130 dollars pour l'instant. Et puis, on a quand même globalement deux ou trois banques d'affaires, entre autres. Hier, par exemple, Citigroup, qui était jusqu'à maintenant connu pour être plutôt prudent sur le baril, plutôt négatif par rapport au niveau. On en est aujourd'hui qui sont, on dirait, qui sont un peu remontés. Ils ont remonté un peu leur objectif de plus de 25%. Donc, ils sont encore en dessous du niveau où se trouve maintenant le baril, mais le target était remonté à 25%. Donc, on voit qu'un peu les bearish, donc les baissiers, sont en train de tourner, et les bullish, donc les haussiers sur le baril. Et ce n'est pas forcément rassurant. Alors oui, vous avez ça, et puis vous avez aussi les chiffres qui viennent de Russie, les chiffres d'exportation qui sont en train de baisser de plus en plus au niveau des pétroles, du pétrole. Donc forcément, plus personne ne rachète leur baril. Donc forcément, le volume est en train de diminuer. Donc ça, c'est pas très bon non plus. Et puis en plus de ça, eh bien, on a eu Monsieur Poutine qui a inventé une nouvelle stratégie. Si vous avez regardé l'article qui a été envoyé ce matin, on doit dire qu'il s'est assez smart la manière dont il a fait les choses, puisqu'il a décidé que dorénavant, les pays non amicaux à la Russie qui voudraient acheter leur gaz, voire même leur pétrole, devraient payer tout ça en roubles. Alors, c'est assez, je dirais, rigolo, parce que c'est loin d'être bête finalement, que vous obligez des pays occidentaux à acheter votre matériel, votre production en roubles. Et comme ces gens-là n'ont pas de roubles, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh bien, ils doivent en acheter. Et donc, en achetant du rouble, vous soutenez automatiquement la monnaie russe qui a un petit peu à l'envers de ces sanctions qui ont été mises en place en gros. Ça s'appelle plus ou moins se tirer une balle dans le pied. Donc, c'est assez malin parce que du coup, vous voulez notre gaz, il n'y a pas de problème, les gars. Vous venez acheter du rouble, vous achetez du rouble. Donc, vous soutenez notre économie russe. Donc, ça, c'est plutôt intéressant pour lui. Et on le voit d'ailleurs carrément. Regardez le cours, attendez, je vais vous le montrer tout de suite, du rouble dollar ou dollar rouble plutôt. Vous voyez l'explosion qu'on est en train de vivre depuis quelques heures parce que M. Poutine a fait ce fameux truc, cette manipulation assez intelligente qu'il faut le reconnaître quand même malgré tout. Donc on voit que le dollar américain contre le rouble russe a fortement chuté. Et donc l'appréciation du rouble par rapport au dollar américain. Alors, bien sûr, ça ne reste pour l'instant pas sans impact, puisque derrière, une grande partie des politiciens européens sont en train de crier au scandale, parce que vous rendez compte, Monsieur Poutine, il respecte pas les contrats qui ont été signés pour l'échange de gaz contre euro ou même gaz contre le dollar. C'est un scandale. Comment peut-on ne pas respecter un contrat? Alors, les gars, je pense que il faut quand même vous réveiller quand même parce que vous êtes des politiciens, on est d'accord, on ne va pas trop vous en demander non plus, mais il faut quand même bien comprendre que le mec, monsieur Poutine, qui est en train d'attaquer un pays, même de bombarder un pays qui est en train de tuer plein de gens. Alors je crois que respecter un contrat commercial, c'est pas vraiment sa première priorité. Donc ça sert ailleurs, ça sert d'imaginer d'envoyer la police municipale pour lui coller une amende parce qu'il a traversé en dehors du coup, il va pas respecter vos contrats. Donc pour l'instant, la grande question, c'est de savoir comment ça va se passer, comment les pays qui ont besoin aujourd'hui d'aller acheter du gaz russe vont faire pour pouvoir l'acheter. Donc, ils vont être obligés d'acheter des roubles. Donc, du coup, voici ce qui se passe un petit peu sur les routes et qui continue à faire mousser la spéculation au niveau du baril. Il ne manquerait plus que des rebelles Houthis aillent attaquer une raffinerie saoudienne. Donc, forcément, quand vous regardez un petit peu l'environnement du marché, effectivement, comme vous avez la guerre qui continue, il n'y a pas vraiment d'accords de paix qui sont signés ou qui avancent ou qui ont l'air d'être prêts à être signés, que de l'autre côté, vous voyez le pétrole qui continue d'être un truc assez problématique, que vous voyez que Poutine n'est pas forcément en train
de se laisser faire parce qu'il cherche des moyens de renverser un peu la tendance, notamment des sanctions qu'on est en train de lui coller, que de l'autre côté, vous avez Joe Biden qui arrive aujourd'hui à Bruxelles pour annoncer, pour discuter avec notamment les dirigeants européens et pour annoncer notamment des nouvelles sanctions face à la Russie, eh bien tout ça fait que le marché est relativement tendu. Donc hier, on a baissé un petit peu parce que partout, un petit peu partout, et maintenant après le nombre, excusez-moi, parce que le nombre, donc ce que je suis en train de vous dire, de journées de hausse qu'on a eu, on a eu quand même, on peut quand même se dire que c'est à peu près normal que tout était suracheté, tous les indicateurs sont surachetés, parce que ça fait 2 jours, il y a un moment donné, ça va quand même finir par baisser. Et bien voilà, ça s'est passé hier, ça s'est passé maintenant. Pour l'instant, les futurs sont relativement bien disposés, mais on voit qu'on a encore toujours les mêmes stress, toujours les mêmes préoccupations qui nous reviennent encore et encore. Au passage, puisqu'on parle de la Russie, il ne faudra pas oublier qu'à partir d'aujourd'hui, le marché, la bourse russe va réouvrir. Alors, tout le monde est hyper tendu juste depuis le début de l'invasion qui a commencé à lâcher, voilà, à lâcher comment dirais-je, l'indice russe a lâché quasiment 40%. Alors, tout le monde se dit comment ça va se passer aujourd'hui. Pression vendeuse, ben non, rassurez-vous, il risque d'avoir des pressions puisque les shorts sont interdits, puisque les étrangers n'ont pas le droit de vendre. Et puis, je pense que les Russes sur place, qui vont vouloir vendre le marché, je ne suis pas sûr qu'on les laisse non plus. Donc, en gros, s'il n'y a pas de vendeurs, ça va être très compliqué de voir le marché plonger, en tout cas beaucoup, beaucoup plus bas que ce que nous avions eu. Néanmoins, je pense qu'à noter qu'aujourd'hui, on va reparler. Il faut reconnaître que globalement, en général, la bourse russe, tout le monde s'en fout un petit peu. En temps normal, voilà, aujourd'hui, tout le monde va regarder ça attentivement, mais franchement, il ne faut pas non plus s'attendre à de grosses surprises, semble-t-il, en tous les cas. Je voudrais encore vous parler et vous reparler de l'inversion de la courbe des taux. Donc, pas de ce que je voulais dire, on en parle de plus en plus, ce matin notamment, et encore des articles qui apparaissent sur le sujet. Quand on regarde un petit peu l'historique de la courbe des taux, eh bien, si vous regardez cette histoire d'aversion de courbe de taux, c'est vraiment une préoccupation qui stresse le marché. Alors, ça stresse pas le marché tous les jours, c'est pas une préoccupation qu'on sait pas un graphe qu'on regarde, hein, qu'on ne sait pas que c'est un graphe qu'on regarde régulièrement en disant, bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la courbe des taux, sur les courbes des taux en 2 ans, 10 ans, on les regarde régulièrement, mais séparément. Mais comme vous le savez, des fois, on en parlait, des fois, on n'en parle pas. L'inversion, le fait de voir finalement 2 ans passer au-dessus ou en dessous, le rendement dû passer au-dessus du rendement de 10 ans est un stress qui est un signal de déclenchement de récession, ça on est tous d'accord. Donc il faudra venir ou approfondir, je dirais, ce sujet 2 secondes. Euh, on en parle de plus en plus, donc je ne vais pas vous bassiner tout cela avec la courbe des 2 ans et la courbe des 10 ans. Et maintenant, on va dorénavant essayer de regarder tous les jours le spread, donc l'écart entre les rendements obligataires entre 2 ans et 10 ans. Alors, pour l'instant, en temps normal, il doit être positif, bien sûr. Et aujourd'hui, eh bien, on est à 18 de spread, soit 18 points de base d'écart entre les deux rendements. Et si on regarde un petit peu historiquement, au mois d'octobre l'année passée, donc il n'y a pas loin, il n'y a pas si loin de cela, hein, on était à 130 points de base, 30 points base pardon, d'écart, quand effectivement vous voyez le graphique du 2 ans qui s'affiche. On comprend pourquoi on est arrivé à cette problématique, parce que le 2 ans a explosé avec notamment cette perception et cette anticipation de voir monter les taux d'intérêt, et du coup, bien sûr, du côté de la Fed aux États-Unis, donc forcément, on a eu cette hausse du rendement de 2 ans, ce qui fait que le spread est en train de se resserrer de plus en plus. Et donc maintenant, si on regarde un peu le graphique, finalement, le spread est bien. On voit comment il se comporte depuis quasiment 3 ans. Et si vous voyez, il y a un petit point bas abandonné où il est passé en négatif. Et c'était juste avant la crise du Covid. Et donc, c'est voilà, ce signal-là qui nous a annoncé plus ou moins cette récession qui a été plus ou moins lié au Covid. Donc on sait que historiquement parlant, ça marche super bien, même si je trouve que par moment, on y prend un petit peu trop.
on prend un petit peu trop à cœur, je dirais, eh bien, on voit que les déclenchements et la récession effective ne se fait pas toujours du jour au lendemain. Et si vous regardez les graphiques, bah, vous voyez qu'effectivement, on a des phases dans lesquelles le moment de l'inversion de la courbe des taux et à la récession, je dirais, des fois, quand ça peut varier de manière assez considérable. Donc, je veux vraiment que vous regardiez ça en tête parce que les prochains temps, on va en parler beaucoup. Vu comment c'est parti, comme j'ai l'impression qu'il y a quand même là comme une certaine aberration de cette inversion de la courbe des taux. Et puis donc, à partir de là, vous verrez que ça va commencer à causer beaucoup, 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 et ça va prendre beaucoup sur place dans les médias, que le Covid, que le pétrole, que l'inflation et que potentiellement maintenant la crise russo-ukrainienne. Voilà, donc de nouveau, les marchés sont dans un mode un petit peu je dirais très géopolitique. On est vraiment complètement axé sur ce qui est en train de se passer entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, parce qu'on est en train de revenir à la guerre froide, aux années 80. On se rappelle des souvenirs d'enfance, ça fait un moment qu'on n'y est plus, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est en train de repartir un petit peu dans cette direction. Donc, les gens sont très concentrés par tous les petits détails, par tous ces tchic-tchac qui se font par les patrons, le fait qu'ils donnent leurs avis sur la manière de monter les taux. Mais on voit clairement aujourd'hui, c'est plutôt une escadrille de faucons, pardon, une escadrille de faucons que l'on trouve du côté de la Fed. On voit que les problématiques entre la Russie et l'Ukraine ne sont pas du tout en train de se régler pour l'instant et que ça va en tout cas prendre du temps. On voit que les Occidentaux continuent à vouloir mettre la pression sur la Russie, mais que la Russie n'est pas forcément en train de se laisser faire. Donc il y a pas mal de choses qui continuent à préoccuper le marché. Pour l'instant, on est un petit peu en phase de stand-by. On a vu une certaine volatilité. C'est quand même relativement bien calmé. On est en train de regarder par où ça va aller techniquement. On a l'impression que le sell-off d'hier pourrait se prolonger quelques jours sans dire qu'on va retourner au plus bas de la semaine dernière, bien sûr que non. Mais pour l'instant, on a l'impression qu'on est en train de respirer, reprendre un petit peu notre souffle et puis voir un petit peu dans quelle direction on va aller. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas très clair. Et puis, comme de toute façon, pour le moment, il y a très peu d'informations au niveau des sociétés, eh bien, on reste un petit peu en deçà. Alors, c'est d'ailleurs assez triste parce qu'il y a eu une présentation avant-hier sur Nvidia et quand on lit un petit peu les comptes rendus de la présentation, c'était hyper positif sur l'avenir et sur le développement qui est en train de prendre la société. Quasiment la totalité des analystes qui ont assisté à la présentation ont fait des commentaires dithyrambiques et qui étaient très enthousiasmés par la direction et que la société est en train de prendre en temps normal voilà, que le titre aurait dû monter beaucoup plus, mais finalement, il baisse depuis 24 heures parce qu'il y a tout le reste qui bat autour. Mais globalement, cette faiblesse, clairement, quand on voit ce qui a été dit sur la société, elle devrait montrer, il faudrait vraiment profiter même de l'opportunité, une exagération à la baisse pour pouvoir la reprendre. Mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Si aujourd'hui, vous êtes une société, vous faites des super résultats et que c'est vraiment fantastique pour le moment. Tout le monde s'en fout royalement, à moins que vous soyez là, à même les stocks, que vous ayez de vous spéculer qui repartent, puisqu'on a vu par exemple depuis 2 jours sur l'action GameStop, la boîte elle a quasiment fait 60%. Là, c'est vraiment de la pure spéculation. Donc du coup, pour l'instant, on est un petit peu en plein délire sur ce genre de choses, sur ce genre de situations qui sont des situations très spécifiques, mais les fondamentaux de base, pour l'instant, n'intéressent personne parce que pour l'instant, cette géopolitique, puis un petit peu de macro avec nos histoires de taux d'intérêt. Voilà pour la partie fondamentale. Je vais vous passer donc sur la partie du calendrier économique aujourd'hui. Pas grand-chose excepté quelques PMI importantes qui ont lieu donc à 10h30. Vous allez avoir la conférence de presse du France Suisse de BNS. Vous avez l'euro, le sommet des dirigeants de l'Union européenne. Et cet après-midi à 13h30, l'inscription hebdomadaire au chômage. Alibaba, voilà les différentes actions que nous allons voir aujourd'hui. Donc, vous avez Alibaba, le Nasdaq, le gaz naturel, le GBP, JPY. Passons par Alibaba. Donc, Alibaba a subi tout simplement de multiples coups
au cours de l'année qui a écoulé, les méga capitalisations chinoises commencent à montrer un petit peu des signes de vie. La semaine dernière, notamment, le principal responsable politique de ce pays a révélé son intention de stabiliser et même de soutenir les marchés financiers qui sont un petit peu en difficulté, et Alibaba en fait partie. L'annonce a d'ailleurs déclenché un bond quotidien sans précédent de 33% de l'indice Nasdaq Golden Dragon. D'accord, donc c'est l'équivalent du Nasdaq américain, mais en Chine. Des sociétés qui sont cotées aux États-Unis, sa plus forte progression jamais enregistrée, plus de 33%. Et le géant commerce électronique, donc Alibaba, a enregistré une hausse impressionnante de plus de 52,7%. Il a clôturé hier à hauteur de 117,24. Là, il est au-delà, donc il est un petit peu en dessous. On est actuellement à 113. Donc, dans une série de déclarations, vous avez les principaux responsables économiques chinois qui ont rassuré les investisseurs en affirmant qu'il y aura une vaste campagne de répression des sociétés à Internet qui touchait à sa fin. Voilà, donc le régulateur est en train effectivement de soutenir les compagnies d'assurance, ce type de société, afin d'augmenter un petit peu leurs investissements dans les marchés boursiers qui ont été un petit peu en proie à une intense pression de vente. Alors maintenant, au niveau technique, là, je suis sur un graphique mensuel. Regardez ce niveau de support qui est là, un support majeur qui a été détecté depuis son IPO, son introduction en bourse. On voit qu'on est revenu quasiment à son introduction. Et là, effectivement, on a un potentiel intéressant d'achat sur l'action Alibaba, puisqu'on est sur la zone de support. Si on prend les Fibos du point le plus bas de 2015 jusqu'à le point le plus haut d'octobre 2020, effectivement, il faudrait qu'il y ait une clôture mensuelle au-delà des 113,29 pour pouvoir effectivement assister à un rebond technique et aller chercher les 144. On va regarder sur de l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, alors c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'il ne faut pas notamment jeter la pierre, puisque regardez cet avalement haussier, un avalement haussier que je parle souvent dans mes webinaires. Donc, je vais vous montrer le graphique. Donc, après une configuration haussière, généralement, lorsque vous avez une chute, le marché comme ici, vous repartez à la hausse lorsque vous avez un avalement haussier. C'est à peu près le même principe à partir de la semaine dernière. Donc, tout nous porte à dire qu'on peut avoir une forte hausse sur l'action sur l'action Alibaba. Objectif pour moi, on va aller chercher les 128. On va regarder sur du journalier. Hop, du journalier, on a encore potentiel. Alors attention à ce gap quand même. On a un gap assez impressionnant ici entre le cours de clôture du 21 mars et le cours d'ouverture du 22. Le gap n'a pas été bouché, donc c'est possible que le marché aille chercher d'abord les 101 avant de repartir à la hausse. On va regarder ensemble ce que préconise l'analyste Training Central, qui effectivement, qui était baissier c'était lundi qui était strictement baissier puisque l'objectif était d'aller chercher 60 et quelques. Là, on a bien rebondi puisqu'on est passé bien au-delà du point pivot. Donc, le marché a encore un potentiel de rebond. Donc, la tendance principale est invalidée. C'est plutôt le scénario alternatif qui a été validé. On va passer sur le Nasdaq 100, donc l'indice de coloration technologique. Alors là, vous êtes sur un graphique mensuel. Donc les Fibos, je les ai tracés à partir de l'impulsion haussière du 1er avril, du mois d'avril 2020 au plus haut historique de novembre 2021. Donc là, effectivement, on a eu un retracement entre le mois de janvier et le mois de février, puisque le Nasdaq est rentré dans ce qu'on appelle un bear market. Et là, effectivement, le marché est en train de rebondir pour aller chercher sa Tenkan-sen qui a été cassé le mois dernier, faire un pullback là-dessus et repartir à la baisse. Donc, si vous tracez les Fibos, vous avez les points d'appui, c'était les 13 181, puisque le marché a rebondi sur ces niveaux-là. On va regarder sur de l'hebdomadaire pour que ce soit un petit peu plus précis. Donc là, vous voyez effectivement un canal haussier. Depuis qu'on a cassé le canal, c'était la semaine du 17 de janvier, le marché n'a fait que chuter et rebondit tout simplement sur cette zone de Fibonacci aux alentours des 38,20% qui serait aux alentours des 13 181. Donc là, le marché tente de reporter le prix, tente d'aller rechercher de nouveau la Kijun Sen qui serait aux alentours des 14
860. Mais étant donné que vous avez effectivement ici le nuage plus la FIBO des 23,6%, le marché a du mal un petit peu à accélérer de nouveau, même si la bougie d'hier était extrêmement intéressante. On va regarder sur du journalier. Voilà, sur du journalier, on a effectivement ici une oblique qui a été cassée. Donc là, vous avez une oblique qui a été cassée. Donc, elle a été cassée la journée du 18 mars. Donc, il y a encore un potentiel de hausse. Mais pour pouvoir avoir une accélération à la hausse, il faut rentrer d'abord dans le nuage baissier et aller chercher les 50% des retracements de Fibonacci. On va regarder ensemble ce que préconise l'analyste Trading Central qui envisage sur du daily. Donc, l'analyse a été faite le vendredi dernier. Objectif 14 660, 15 250. Les 14 660, est-ce qu'on les a atteints ou pas? Oui, on les a atteints hier. Donc, l'objectif a déjà été atteint pour le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est les 15 250. Le gaz naturel. Alors, le gaz naturel, avant de parler sur la partie technique que je vais vous montrer tout de suite, il y a quand même une sacrée différence ces derniers temps sur le gaz naturel, alors que le marché américain, notamment du chauffage, entre dans sa quatrième journée de printemps, parce que ça fait maintenant 4 jours qu'on est rentré au printemps. Voilà, les contrats sont un petit peu redevenus balistiques sur le gaz. Il y a quelques semaines à peine, un temps un peu plus calme semblait se diriger vers nous, mais qui promettait des températures qui ne seraient ni trop froides pour faire monter le chauffage à fond, ni assez chaud pour nécessiter l'allumage du climatiseur. Mais ce n'est pas un petit peu ce qui s'est passé, puisque dans la clôture notamment du 15 mars, qu'on verra juste après, pour le mois de base du Henry Hub, a fait un bond énorme de 66 cents au cours des 10 séances de négociation jusqu'à hier, clôturant 5 d'entre elles en hausse. Ça, on verra sur du journalier. 5 séances de jour, voilà, qui a fait un sommet à plus de 5,36 à peu près. Le point le plus haut, c'est les 5,36 $. Un autre phénomène de marché qui pourrait se produire dans le domaine du gaz ici la semaine prochaine, malgré, je dirais, le récent pivot vers plus de froid et l'évolution vers des injections de gaz dans le stockage si une moindre quantité de produits de base est brûlée pour assurer le chauffage et pour produire de l'électricité. Donc, techniquement parlant, on va regarder sur du mensuel d'abord. Vous avez effectivement cette zone, cette ancienne zone de support qui a été franchie. Et là, effectivement, on repart à la hausse pour aller refranchir de nouveau cette zone de résistance. Et là, le marché est parti pour aller chercher les 5,45, voire les 6,52. On va regarder ensemble ce que préconise l'analyste Trading Central qui envisage effectivement toujours une hausse. L'analyse a été faite hier à 4h19 du matin. L'objectif, c'est les 5,70, voire les 6,0850, tant qu'on est au-dessus des 4,7330. On va parler d'une paire de devises, la paire de devises monétaires du GBP JPY qui est en train de toucher un niveau extrêmement important. Pourquoi? Parce que là, vous êtes sur un graphique mensuel. Et sur le graphique mensuel, vous avez ce fameux plat ici, le fameux plat SSB qui fait office de résistance. Donc effectivement, si le marché casse à la fin du mois, donc dans 7 jours et 7 heures, au-dessus de cette zone que vous aviez ici, le marché peut aller chercher les 164, voire les 166. Ça sera le prochain objectif du GBP-JPY. Alors, ce qui vous pousse un petit peu le GBP-JPY à la hausse, c'est parce que l'USD-JPY est fortement haussier. Et donc, ça pousse cet actif à la hausse, même si le GBP-USD est plutôt en zone de congestion et donc pas forcément dans une tendance plutôt haussière. Mais c'est l'USD-JPY qui se renforce de plus en plus. Mais là, on se rapproche terriblement d'une zone de résistance qui peut être franchie à tout moment. On va regarder sur du weekly. Voilà, weekly, on est là. On a une zone de résistance ici qui a été franchie. Ce qui serait judicieux, c'est de reprendre position là-dessus quand le pullback sera effectué, c'est-à-dire que ça descend vers ici. Et là, à ce moment-là, vous achetez.
Pourquoi? Parce que vous avez une zone de résistance importante à ce niveau-là qui a été cassée, qui sera cassée puisque la fin de semaine, ça sera demain. Et donc, du coup, on pourrait avoir un pullback vers cette zone de résistance qui a été franchie. On va regarder ensemble ce que préconise l'analyste Training Central qui envisage les 164,21. L'analyse a été faite avant-hier avec un objectif 164,21, 166,89. C'est un peu l'objectif que je vous ai donné juste avant. Mais est-ce qu'on va d'abord avoir un petit retracement à la baisse pour pouvoir repartir de plus belle? C'est moi ce que j'envisage. Effectivement, qu'on ait quand même un essoufflement, peut-être pas maintenant, mais on peut avoir un essoufflement et à ce moment-là, repartir de plus belle. Voilà pour ce jeudi 24 mars 2022. Déjà, ce que je voudrais aussi vous dire, et ça c'est quand même assez important, je trouve, c'est tout simplement si vraiment, alors n'oubliez pas bien sûr de vous inscrire à la chaîne Trading University Center. D'ailleurs, je voulais prendre l'occasion aujourd'hui pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux pour ce webinaire, toujours, et merci de votre confiance. Je suis vraiment hyper heureux que vous continuiez à nous suivre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une prochaine revue.